Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle émission de Reaction Shot. Comme vous le savez, l'émission qui me permet de corriger les choses sur lesquelles je me suis trompé ou d'apporter de nouvelles précisions s'il y a besoin. Je sais pas quand est-ce que je referai un nouvel épisode et il se trouve que j'ai dit quelques conneries dernièrement, mais j'ai aussi à parler d'autres choses. Et je dois donc revenir sur Ready Player One, sur Taxi 5 et sur Call Me By Your Name. Allons-y du coup. Tout de suite, dans Ready Player One, j'ai laissé passer une grosse gaffe, et je vais vous expliquer pourquoi, parce que ça fait un bout de temps. J'ai dit que la musique de Terminator 2, je sais, je parlais de Ready Player One, mais parce que pour parler de la musique d'Alan Silvestri pour Ready Player One, et j'avais dit, je crois qu'Alan Silvestri a réalisé la musique de Terminator 2. Autre truc en termes de mise en scène, la musique, je parle pas souvent de musique, composée par Alan Silvestri, qui est, je sais jamais si c'est Silvestri ou Silvestri, genre, le compositeur de musique de Terminator 2. Ce n'est pas Alan Silvestri qui a réalisé la musique de Terminator 2, c'est Brad Fiedel. Je ne sais pas comment ça s'écrit exactement. Pourquoi est-ce que j'ai fait cette connerie? Quand Internet a été créé, sont venus les premiers logiciels de peer-to-peer et de partage de fichiers. Et donc évidemment, quand t'as 12, 13, 14 ans, que tu découvres tout ça, t'es là « Ah, je peux télécharger tout ce que je veux !» Et donc tu cherches à télécharger tout ce que tu veux. Et tu te dis, oh putain, le thème de Terminator 2, il était vachement bien, je vais le télécharger. Et là, tu fais une recherche dans ton programme de téléchargement, illégal, et tu tombes sur un fichier marqué Alan Silvestri, thème Terminator 2. Tu le télécharges, ne sachant pas encore utiliser Internet correctement, tu n'arrives pas à voir que c'est quelque chose de faux qui est marqué sur ce petit MP3 que tu es en train de télécharger, ce n'est pas Alan Silvestri qui a fait la bande son. Mais ton cerveau enregistre l'information. Je crois que j'ai dû me rendre compte depuis ce moment 10 fois que Alan Silvestri n'avait pas du tout composé la musique de Terminator 2. Ça ne veut pas sortir de là-dedans. Jamais. Et à chaque fois que je parle de la musique de Terminator 2, j'ai ce doute de me dire c'est pas Alan Silvestri qui a fait Terminator 2. Et ça ne reste jamais à l'intérieur, il faut toujours que ça sorte et que je dise c'est Alan Silvestri qui a fait la musique de Terminator 2. Je m'en excuse donc, je me suis gouré, ce n'est pas Alan Silvestri qui a fait la bande-son de Terminator 2, c'est Brad Fiedel. Je me suis trompé, voilà. Pour comme ça que vous n'ayez pas vous aussi la mauvaise surprise de retenir ce truc-là qui sera faux pendant toute votre vie. J'ai laissé passer une deuxième erreur dans celui sur Ready Player One, j'étais concentré sur le film. J'ai à un moment inclus une citation de Spielberg, en disant que Spielberg s'était prononcé contre cette culture de la nostalgie. Je trouve ça incroyable que Spielberg, qui a fait une déclaration publique en disant que la nostalgie à Hollywood c'était pas bien, soit le responsable de ça. J'ai visé un peu à côté. J'ai confondu plusieurs remarques qu'il avait fait en même temps sur plein de sujets différents et des remarques qu'ont fait d'autres personnes sur les comics en général. Ce qu'a dit Steven Spielberg, c'est que le système du blockbuster actuel américain allait s'effondrer. C'était une remarque plus générale sur le rythme de production, sur le fait que Hollywood se noie un peu dans le truc, qu'il développe pas forcément très bien les films, etc., etc. Et donc dans une conférence avec Lucas en même temps, ils avaient annoncé tous les deux que pour eux, le système hollywoodien actuel allait se casser la gueule d'ici peu de temps. Ce n'est pas précisément la nostalgie que visait Spielberg, donc qu'il fasse un Ready Player One finalement, si ça le chante quoi. Je pensais que c'était quelque chose d'assez hypocrite de sa part. Il se trouve qu'a priori non. Dans Taxi 5 maintenant, pour changer de domaine, j'ai laissé passer une autre connerie. Donc comme dans ces deux films, il ramène le pote avec qui il a toujours fait ses vidéos depuis le début, c'est-à-dire Anwar Toubali, son pote qui est de petite taille, et qu'il met dans quasi tous ses films. Je voulais faire mon mec qui avait vachement de culture en disant que Frank Gastambide avait mis son pote nain avec qui il fait ses premières vidéos depuis le tout début, en me rappelant des vidéos que faisait Frank Gastambide au début avec son pote, le téléachat Kaira ou un truc dans ce genre-là, enfin le Kaira achat, un truc dans ce genre-là. Il présentait donc des objets à vendre en téléachat avec ses deux potes de cité, dont un qui était nain, qui n'est pas du tout le mec qui est mis dans ses films. Alors, plus ou moins, il l'a mis dans les Kaira. En fait, son pote s'appelle Jib Poctier. Il y a un P-O-C-T-H-I-E-R, Poctier, je pense. Et donc Jib Poctier, c'est son pote donc atteint de nanisme avec qui il faisait ses vidéos de téléachat et qui a joué dans les Kaira, me semble-t-il. Les Kaira de 2 et avec Frank Gastambide, me semble. Je sais plus, j'ai un gros doute. Pas rajouter une connerie dans un reaction shot. Oui, c'est ça, de Frank Gastambide, les Kaira. Je vérifie quand même. Et du coup, voilà, j'ai confondu Jib Poctier avec Anwar Toubali, l'acteur atteint de nanisme qui joue dans, alors du coup, les récents, Taxi 5 donc, et Pattaya.
Donc il a changé de pote atteint de nanisme, apparemment. Et je sais pas où est passé Jib Boctier, du coup. Donc voilà, ce n'est pas lui qui est dans Taxi 5, j'ai dit une énorme connerie. Enfin, c'est pas lui qui est dans Taxi 5, c'est pas ça la connerie que j'ai dit, mais Anwar Toubali n'est pas le pote de Franck Gastambide avec qui il fait ses vidéos depuis des années et des années. Voilà, c'était ça ma connerie. Maintenant, après avoir avoué mes erreurs, il y a une autre chose sur laquelle il faut que je revienne, c'est Call Me By Your Name. Je mets en place mes petits trucs là pour faire les interventions. Quand j'ai sorti mon vlog sur Call Me By Your Name, certaines personnes étaient d'accord, certaines personnes l'ont extrêmement mal pris. Call Me By Your Name est en train de se développer une grosse base de fans, généralement des femmes, assez jeunes, et beaucoup ont trouvé que j'étais d'une part trop expéditif en rejetant la faute uniquement sur les acteurs, parce que j'avais dit donc que c'était évident que c'était un film gay, fait pour t'exciter, te donner envie de regarder les mecs, c'est pour ça qu'il les fout à poil pendant quasi tout le truc, etc., que ça te chauffe pendant tout le film, et que le fait de ne pas filmer les scènes de cul, d'aller filmer l'arbre à la fenêtre quand ils font la première fois, et de ne quasi jamais filmer une séquence alors qu'on a droit à un mec qui se tape une pêche ou un abricot, je ne sais plus, il y en a des deux, et une scène où il fait un cuni à une meuf, et tu peux tout à fait voir ça pendant 1 minute 30 en gros plan, alors qu'au bout de 20 secondes ou 30 secondes de début de scène de cul, ça coupe. C'était nier l'histoire du film, et que c'était à cause des acteurs donc que ça avait été nié, et m'en ont voulu globalement pour dire que cette histoire d'amour qu'ils trouvent simple, touchante et belle était un ramassis de conneries, était se voiler la face par rapport au sujet du film, etc., etc. Quelqu'un va sans doute me répondre, mais du coup, c'est plus romantique, c'est plus doux, comme il l'aime vraiment, on ne voit pas la scène de cul, parce que il s'aime de sentiments et d'amour vrai, et pas avec le cul. Mais si, il s'aime avec le cul aussi, t'inquiète pas, hein. La seule raison pour laquelle on le filme pas, c'est que les deux acteurs étaient hétéros et voulaient pas le filmer. Donc ça commence à me gonfler ce truc, parce que tous les acteurs hétéros, à un moment ou à un autre, jouent le rôle d'un homosexuel pour montrer qu'ils sont des bons acteurs. Et justement, ces deux-là, c'est les deux qui auraient bien envie de le prouver, quoi. Armie Hammer, on parle de lui un petit peu depuis qu'on a vu The Social Network, mais il a quand même pas une carrière si extraordinaire. Et Timothée Chalamet, c'est l'espèce de nouvelle coqueluche actuelle d'Hollywood. Mais vous savez les gars, si on est admiratif devant les hétéros quand ils jouent un rôle de Mo, c'est parce qu'ils jouent le rôle de Mo à fond. Ils osent faire un petit coup de rein sur un mec, ils osent se mettre à poil tous les deux dans un lit, ils osent un petit peu se frotter, enfin, ils osent faire le truc quoi. Justement, vous avez pas fait le truc qui est censé montrer que t'es un bon acteur parce que t'arrives à passer outre ta propre sexualité pour jouer celle d'un autre. Donc ça sert à rien quoi, je veux dire, si vous vouliez pas aller jusqu'au bout, fallait pas le faire ce film. Et ils ont phagocyté cette histoire qui se vide de sa substantifique moelle, l'érotisme et le côté charnel de l'éveil de la sexualité d'un jeune garçon, pour permettre au mec d'avoir de statuettes sans avoir rien foutu quoi. Beaucoup, dans les commentaires ou sur Twitter, me demandent carrément des excuses pour ce que j'ai dit sur Call Me By Your Name et pour avoir osé faire mes attaques et mes jugements. On va dire attaque, hein, parce qu'effectivement j'ai attaqué le film, je trouve que c'est pas un bon... Enfin, en lui-même, le film est bien fait, est bien réalisé, mais comme il ferme les yeux sur son sujet et il veut éviter le sujet de son film, évidemment je peux pas être avec. Mais du coup vous étiez pas d'accord avec moi là-dessus. Jusqu'à demander des excuses. Vous pouvez toujours courir avant de voir venir des excuses. Quand James Ivory, le mec qui a écrit le film et qui a développé avec le réalisateur Luca Guadagnino le film, vient dire qu'effectivement, le film a nié son sujet, a nié une bonne partie des trucs, et a nié tout le côté sexuel et une bonne partie des scènes de nudité qui avaient été écrites pour le film. Il devait y avoir des scènes de nu intégrales pour les deux personnages, d'Elio et d'Oliver, parce que les acteurs ont demandé par contrat à ne pas faire les scènes de nu. C'est-à-dire exactement mes conclusions en regardant le film. J'aime bien revenir là-dessus parce que, comme je dis des trucs que vous aimez pas, souvent vous êtes persuadé que du coup c'est faux. Je sais comment ça fonctionne un film. Et quand je vois les 45 premières minutes du film, Call Me By Your Name, je vois exactement ce que le réalisateur essaye de faire, pourquoi il le fait et comment il le fait. Et je vois à quel moment le mec a tiré un trait sur sa décision de réalisation. Cette scène de cul, où les mecs qui sont en train de te chauffer depuis 1h10 de film, pour la première fois enfin couchent ensemble, et où la caméra filme par la fenêtre, c'était évidemment un aveu d'abandon de la volonté de réalisation du film. Vous ne mettez pas tous les acteurs masculins, torse nu,
avec des shorts ultra baillants au point qu'il a fallu effectivement corriger, enfin retirer numériquement des bouts de quéquettes et de couilles qui dépassaient des shorts tellement ils sont grands ouverts, etc. Vous ne faites pas tout ça pour ensuite ne pas filmer les scènes de cul et vous concentrer uniquement sur la relation et rien de grave dans la relation. J'avais même rajouté, parce que je sais que Luca Guadagnino a fait des déclarations publiques en disant « Non, je voulais justement faire un truc plus chaste pour que le grand public puisse accepter machin. » Oui, effectivement, donc du coup, t'as viré l'homosexualité de ton film pour que le grand public puisse accepter, et c'est pour ça que le grand public, beaucoup de jeunes femmes, beaucoup de couples adultes trouvent ça très joli et très machin. On a sciemment retiré tout ce qui pouvait vous déranger de cette histoire. Les conflits par rapport à la sexualité, il y avait des scènes qui parlaient du sida, bon c'est pas essentiel, et l'auteur lui-même dit non, c'est pas essentiel, ça parlait juste du sida et du fait que ça existe à cette époque-là, mais c'était pas essentiel au personnage, donc que ça a été là ou pas, on s'en fout, effectivement on s'en fout, mais le fait qu'il y ait aucun problème avec la famille, qu'il y ait aucun problème avec leurs amis, qu'il y ait aucun machin, enfin tout ça, c'est fait exprès pour que ce soit plus sympathique pour vous, et effectivement, on retire tout ce qu'il y a de pas bien. Le truc, c'est que tout ce qu'il y a de pas bien, en général, c'est ce que les 3/4 des couples vivent. Enfin, au moins une fois dans ta vie, tu vas vivre de l'homophobie, tu vas vivre un truc dans ce genre-là, donc il y a au moins un de tes parents qui va mal réagir à un moment ou à un autre, il y a forcément un truc qui va se passer. Donc tu peux pas faire une histoire où tu vires absolument tout. C'est à ce moment-là, tu fais un truc creux. Tu t'intéresses plus à rien. Même vraiment la relation entre les deux, entre Leo et Oliver, j'ai du mal à voir ce qu'ils ont les uns avec les autres, mais c'était évident que c'était pas prévu comme ça à la base. Et donc, James Avery a dit, on s'est assis dans la pièce dans laquelle il parle aux journalistes avec qui il fait l'interview à ce moment-là, on s'était assis dans cette pièce même où on parle en ce moment, et on parlait du fait qu'il devait y avoir de la nudité, et que le personnage devait apparaître nu, que c'était quelque chose de plus naturel aussi, de plus réaliste et de plus vrai. La plupart des gens, quand ils font il dit dans les films américains, quand les gens font l'amour, ils sont recouverts par une couette au-dessus des seins et des machins, et tu vois que dalle. Il dit, moi, quand je fais des scènes d'amour, je veux que les gens soient normaux, et dans la vraie vie, quand tu viens de finir l'amour, t'es à poil. Et tu te promènes la quéquette à l'air dans la chambre, et tout dans ce genre-là. C'est, quand on dit nudité frontale, faut pas que vous pensiez au gros plan sur la quéquette pendant 10 minutes pour dire « Ah, ça y est, j'en fais de la bite du héros ». C'est pas du tout ça l'idée. C'est juste d'avoir un truc qui assume simplement la réalité de cette expérience. Ne pas filmer la scène de cul ou la nudité qui manifestement était voulue et qui était manifestement préparée par le film, hein, comme je vous le dis, c'est interdire cette histoire d'être vrai en fait, d'être crédible, d'être aussi crédible que le reste du film, parce que le reste du film est quand même assez posé. Bon, il y a un côté très roman, etc., mais le fait qu'il travaille les bruits d'ambiance, les voitures qui passent derrière et les sons parasites et tout ça, il y a aussi du coup un travail du réel aussi, quoi. Et ce travail du réel est viré pour la partie homosexuelle qui, elle, est cachée. On ne la voit pas. Surtout, on ne parle pas de la partie homosexuelle. Alors je suis désolé, mais je ne m'excuserai pas pour ça. Je m'excuserai pas pour avoir eu raison. Et je m'excuserai pas pour avoir dit que votre petite romance niaise était fausse et n'était pas du tout ce que devait être ce film. Il y a tellement mieux à regarder que ce film qui se voile la face et qui est hypocrite de A à Z avec son histoire, quoi. Enfin, pas de A à Z justement, mais qui justement te lâche exactement au moment où il devait pas te lâcher. Au moment où l'histoire devient concrète, le film devient superficiel. C'est le truc absurde à ne surtout pas faire. Donc non, je ne m'excuserai pas pour Call Me By Your Name, et vous appréciez un film qui est foncièrement vérolé. Vous acceptez de l'admettre, et on sera tous les deux d'accord, et on n'en reparlera plus, quoi. Si vous venez pas me dire que ce film est un chef-d'œuvre, a priori on va pas se fâcher. Si vous venez me dire qu'un film qui ne fait pas le centre de son histoire est un chef-d'œuvre, là ça va être un peu plus compliqué. Donc si vous avez apprécié le film, c'est votre grand droit, hein, vous pouvez tout à fait apprécier le film si vous voulez, mais vous n'avez pas bien vu ce que le film essayait de faire, en partie parce que le film essaye de vous le cacher, mais aussi parce que vous êtes bien content que le film vous l'ait caché, en fait. Donc voilà. Bon, je crois que je n'ai plus rien à rattraper au niveau des vidéos qui sont sorties, donc voilà, pour ce qui devait être dit publiquement. Bah écoutez, peut-être un prochain reaction shot. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!